Alors bonjour à tous, merci d'être venus. On avait décidé d'intituler cette conférence Les ténèbres du Moyen Âge et on avait malicieusement mis les voûtes de c'était la Sainte-Chapelle, d'accord, avec ces flots de lumière, ces couleurs incroyables, évidemment, pour faire un petit clin d'œil. En préambule, je voudrais dire que pour les critiques au sens négatif et positif que j'ai déjà eu sur le livre, j'ai certaines personnes qui m'ont dit que ce que j'écrivais, on le savait déjà, que Régine Pernoud l'avait déjà écrit, que Jacques Herse l'avait déjà écrit, qu'il y a des passages de Duby ou Le Goff pour les grands médiévistes. Et en fait, les gens qui m'ont dit ça, pour la plupart sont dans le milieu nationaliste, la plupart sont des royalistes catholiques. Et en fait, ce que je voulais leur dire, c'est que oui, il y a une partie des gens, de la population française qui le sait déjà, mais il faut bien comprendre que à la télévision, dans les médias, encore aujourd'hui dans les programmes scolaires, parce que j'ai été prof, c'est absolument pas cette vision qui est propagée et qu'effectivement il y a des écrits savants d'historiens qui ont déjà battu en brèche toutes les idées sur les ténèbres du Moyen Âge, mais que vraiment ça atteint très peu en fait le grand public. Pour preuve, par exemple, on va faire un peu de philologie. On appelle la période qui suit le Moyen Âge la Renaissance. Donc la Renaissance, c'est la résurrection. Donc avant, dans le monde médiéval, il y a qu'une seule, enfin il y a deux renaissances. Il y a la Renaissance de Jésus-Christ et il y a le baptême qui est la renaissance de l'homme en la foi du Christ. Voilà, il n'y a pas d'autre renaissance. Ensuite, selon l'expression de Bernard Quillet, qui reprenait en fait l'expression de le roi de Ladurie, de 1490 à 1560, on a le beau 16e, ou le beau 16e siècle. Donc, on a la Renaissance, le beau 16e siècle. Pour ce qui concerne la France, le 17e, c'est le grand siècle. C'est le siècle de Louis XIV. Et le siècle d'après, c'est le siècle des Lumière, voilà. Et la fin du 19e, le moment donc des années 1870, quand la Troisième République arrive jusqu'à 1914, c'est la Belle Époque. Et à contrario, les âges sombres, on va trouver ça au 19e dans des ouvrages d'historiens. Ça a été en France assez rapidement battu en brèche, mais ça reste encore dans le vocabulaire américain. Et donc dans des publications qui sont traduites, il faut le savoir, on va utiliser le terme de Dark Ages. Donc en français, c'est pas resté, mais des articles français qui vont être traduits pour être dans les revues internationales vont pouvoir, parce que c'est le mot anglais et surtout américain, peuvent utiliser. Donc on voit bien le beau 16e, les Lumières, la Belle Époque, et par contre, le Moyen-Âge, déjà, pas top, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est voilà, c'est une période de stagnation qui a duré 1000 ans. Ou est-ce que souvent on trouve ça dans les dictionnaires? Cette période de stagnation entre l'Antiquité et la Renaissance, quoi. Il aura fallu 1000 ans pour se retourner. Et voilà, donc moi, la présentation que je voudrais dire, comment mon ressenti, c'est effectivement aussi on a depuis quelques années une résurrection d'un imaginaire médiéval. Ça redevient à la mode, donc on a des fêtes médiévales qui sont organisées. Pas très loin de chez moi, en Bourgogne, ils refont Guédelon, c'est-à-dire ils refont un château médiéval. On en parle un peu, mais ça reste quand même assez pittoresque. Et on a été à Guédelon avec les enfants. Mon fils s'est habillé en chevalier, la petite en princesse de Disney, parce qu'ils leur mettent des espèces de petites robes en tulle, dont je sais pas dont les princesses médiévales ne s'habillaient pas. Et puis on a acheté une épée au gamin pour qu'il tue des dragons, hein, évidemment, parce que tout ça a un côté très folklorique. Le Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons, World of Warcraft, tout cet univers-là de la télévision et du jeu vidéo, enfin de la littérature et du jeu vidéo, maintenant fait que dans les mondes médiévaux, il y a des fées, des licornes, des dragons, des orques, des elfes, des péons. Donc voilà, ça reste quand même très folklorique. On a aussi une tendance très New Age, un peu fantasmée, vous savez, sur le monde d'avant. Le monde d'avant, ils n'étaient pas aussi capitalistes. Dans le monde médiéval,
ils recyclaient, ils étaient en communion avec la nature. Enfin, j'ai rencontré des gens un peu comme ça sur les fêtes médiévales, très gaïa, on se met en cercle et on respire les énergies de la nature. Voilà, parce que voilà, il rencontrerait un paysan du XIIIe siècle, il se prendrait un coup de fourche dans la tête, hein, très clairement, d'accord. Je veux dire, il faut le dire. Donc, par contre, il y a vraiment dans notre cursus, on arrive à l'âge adulte, on a été à l'école. Si on veut être intelligent, on s'est cultivé aussi un peu de son côté, grâce à ses parents. Et on a une véritable coupure pour ce qui concerne le Moyen-Âge. Donc, j'ai trouvé un instant, voilà. Juste comme ça pour voir, j'ai été taper philosophe sur la page Wikipédia, parce que je pense que c'est la plupart, dès que quelqu'un veut un renseignement, la première chose qu'il fait pour voir les dates, voilà, il va sur Wikipédia. Et voici ce que j'ai trouvé. En un sens large, on appelle philosophe celui qui pense de façon conceptuelle, radicale, critique, systématique, les grands principes et les valeurs de la vie et de la connaissance. 2 points. Platon, Aristote, Descartes. Nietzsche, Leibniz, Spinoza, Kant. Alors, là, quand même, vous vous rendez compte qu'il y a un trou, quoi. Platon, Aristote, Descartes. Donc, on venait du 5e siècle avant Jésus-Christ et directement, on arrive à la période donc moderne de la Renaissance. J'ai fait la même chose pour sciences physiques et astrophysique et je suis tombée donc sur Aristote, Pythagore, Archimède, Galilée, Newton. Pareil. Donc, en fait, on a ce trou. On ne connaît pas de personnalité scientifique, philosophique du Moyen-Âge. De temps en temps, il y a un peu... Alors, j'ai beaucoup aimé parce que oui, après philosophie, ça continuait, ça disait certains textes religieux peuvent contenir des notions d'ordre philosophique. Je me dis peut-être qu'ils vont nous citer saint Thomas d'Aquin et on a eu Bouddha et Confucius. Voilà. Pourquoi pas. Donc, on a vraiment un trou, un vide. Surtout, on va dire, dans la culture générale. Je veux dire, j'ai pas lu tout Descartes, et vous non plus, j'en suis sûre. Vous avez pas lu tout Aristote, vous avez pas lu tout Platon. Vous savez qui c'est. Vous savez à peu près les placer, vous savez à peu près ce qu'ils ont écrit, vous connaissez les façons. Voilà, quand vous discutez avec quelqu'un, vous n'avez pas à lui expliquer. Par contre, si je commence à vous parler des physiciens médiévaux tels que Raymond Lull ou ce genre de choses, vous allez me dire quoi, qui, je connais pas, quel siècle, c'était quel roi, enfin voilà. Donc on a vraiment des pans entiers du Moyen-Âge qui ne font pas partie de notre culture de tous les jours. Ça a un côté folklorique, mais ça fait pas partie du tout de notre bagage culturel. Et ça en vient à ma deuxième partie quelque chose qui m'a toujours, quand j'étais en fac d'histoire, qui m'a toujours interpellée, c'est ce qu'on appelle la mentalité médiévale. Donc on fait des cours d'économie médiévale et on s'interroge sur la mentalité médiévale, donc notamment un article très connu de Jacques Le Goff dans Faire de l'histoire, tome 3, Nouveaux objets, s'interroge sur la mentalité médiévale. Donc c'est un sujet qui passionna et qui passionne encore les médiévistes. Donc Marc Bloch nous a parlé des mentalités religieuses du Moyen-Âge. Georges Duby, quand il définit la féodalité, nous parle de la mentalité médiévale. Weber, celui qui dit que le capitalisme c'est le protestantisme que c'est l'esprit protestant, oppose la mentalité médiévale à la mentalité protestante. Et Le Goff nous dit que l'historien des mentalités est proche de l'ethnologue. Donc en fait je me dis que c'est que pour comprendre notre propre civilisation, donc notre histoire, des gens qui vivaient là où on était, il y a parce qu'en fait 500 ans c'est pas si loin que ça, quand on calcule en nombre de grands-mères, j'ai oublié le chiffre, mais de grands-pères, ça fait pas si loin que ça, des gens qui parlaient l'ancêtre de notre langue, qui ont construit ce qu'on vivait, qui ont construit les centres-villes où on vit toujours, qui ont construit toujours les cathédrales, les chemins, les routes où on vit. En fait, on a besoin d'un ethnologue qui va essayer de les comprendre, de même qu'on en envoie un dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un spécialiste qui va essayer de comprendre comment est-ce que ces gens fonctionnaient, quelle était leur vision du monde, quelle était leur cosmogonie. C'est-à-dire, c'est nos ancêtres, mais on a besoin d'expliquer la mentalité médiévale. Il n'y a aucune étude sur la mentalité de l'Antiquité. Ça existe quasiment pas. On se pose pas la question de la mentalité de l'homme romain, parce qu'on peut l'expliquer. En fait, on la comprend assez bien. Le fort écrase le faible, le fort met le faible en esclavage. Évidemment, il y a des spécificités, mais on n'a pas cette interrogation qui a vraiment,
on en a des pages et des livres de plusieurs médiévistes sur qu'est-ce que c'est que la mentalité médiévale. Donc moi, je trouve que c'est une question qu'on peut se poser, parce que ça nous ramène, il nous faudrait un ethnologue, il nous faudrait un véritable traducteur qui pourrait nous expliquer c'est quoi nos ancêtres, c'est quoi nos racines, comme si c'était complètement aux antipodes absolus de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune continuité. C'est-à-dire que l'homme du Moyen-Âge, il est aussi différent de nous qu'un papou ou qu'un aborigène. Le médiéviste serait un ethnologue qui irait nous raconter c'est quoi sa vision du monde, sa cosmogonie, comment il vit. Voilà. C'est quand même assez intéressant. Et du coup, ça pose la question de la coupure et la continuité. Donc là, ça fait très scolaire, et de la coupure et de la continuité. Parce que aujourd'hui, la vision qui nous est imposée, c'est qu'il y avait un monde antique. Il y a eu une coupure, alors c'est l'Antiquité tardive, mais c'est la fin de Rome, les barbares ont envahi l'espace romain, donc élargi méditerranéen. Ensuite, il y a eu une période de stagnation et il va vraiment falloir attendre la fin du Moyen-Âge. Alors on recule de plus en plus, c'est-à-dire que les concessions qui sont faites aujourd'hui dans le monde universitaire, c'est que finalement, la Renaissance a commencé peut-être plus tôt que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que finalement, dès la fin du XIIIe, voire le début du XIVe, l'essor commence. Mais on est toujours dans cet imaginaire qu'on a stagné, puis qu'il y a un moment, c'est reparti. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la société médiévale, du coup ? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité ? Alors, déjà, première chose, il ne faut pas fantasmer cette mentalité médiévale, ou il ne faut pas fantasmer non plus ce monde médiéval, ni dans le négatif, mais il ne faut pas tomber dans l'écueil du positif. Hein. Par exemple, c'est pas parce que le mot banque, par exemple, complètement au hasard, apparaît au XVIe siècle qu'il n'y a pas de banque au Moyen-Âge, d'accord ? Donc le banc, c'est la table d'échangeur. Il est dressé au moment des foires où en fait on vient prêter, changer différents métaux, ça fait aussi un peu prêteur sur gage ou différentes pièces. Hein. Si vous êtes un Florentin, vous avez des florins, et que si vous êtes à une foire de Champagne, eh bien, il faut que vous les changiez avec de la monnaie locale. Voilà, d'ailleurs, donc c'est de là que ça a donné banque. Si le banquier est insolvable ou s'il triche, on va lui casser son banc sur la place publique, c'est la banqueroute, c'est-à-dire le banc rompu, c'est de là que ça vient. Et en fait, évidemment, la banque existe. Et en fait, ce que dit très bien Jacques Herz, c'est tout au long du Moyen-Âge, on a une répétition acharnée des autorités laïques et des autorités religieuses à interdire l'usure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'usure se pratique. Je veux dire, on passe pas son temps à dire attention, excommunication, attention, c'est interdit, et à passer son temps à faire des règlements et à les répéter si ça ne se passe pas. Je veux dire, c'est au contraire la preuve que la répétition de cette interdiction est au contraire la preuve que ça se pratique, et par des bons catholiques. Il n'y a pas que les Lombards ou les Juifs ou qui pratiquent le prêt à intérêt qui est appelé l'usure. Et donc du coup, cette remarque-là de Jacques Herz, je pense, c'est vraiment une interrogation sur la société médiévale. Je pense qu'aux antipodes de la thèse rousseauiste, parce qu'elle a une vision catholique de l'homme et de la société, donc qui est basée sur le péché originel, lutte et interdit des pratiques antérieures, d'accord ? La société médiévale, elle n'est pas traditionnelle par essence, par nature, c'est pas des gens qui sont en phase avec... Non, c'est un système coercitif de règles et de lois, de comportements qui luttent contre certaines pratiques qui ne sont pas forcément naturelles, mais qui découlent à la fois des évangiles, donc du projet chrétien, et aussi des législations barbares primitives qui sont assez éloignées du fonctionnement du monde romain. C'est-à-dire qu'en fait, le monde médiéval, il a mis du temps à s'imposer. Donc la plupart des descendants de Clovis sont polygames. Le principe des Mérovingiens et des premiers Carolingiens, c'est qu'ils ont nombre d'épouses et que les concubines se battent pour mettre leur fils sur le trône. Il a fallu des siècles pour arriver l'esclavage sur le territoire européen, que ce soit la traite de ceux qu'on appelait les Slaves,
enfin qui sont devenus les esclaves, qui étaient acheminés, où on a eu aussi assez tardivement de l'esclavage pour dette. On avait aussi des esclaves irlandais qui étaient achetés par les Anglais, d'où une explication très intéressante à la conversion massive de l'Irlande au christianisme, parce que quand, dans ce pays qui était vraiment ravagé par la traite, sont arrivés des gens en disant non seulement on va interdire l'esclavage et on va vous protéger de ça, ça a eu un engouement très intéressant. Et donc du coup, plutôt que de rester dans une proposition monde moderne contre monde traditionnel, je pense qu'il faut vraiment voir le mouvement et il faut vraiment voir que c'est projet contre projet. C'est-à-dire que le monde, la mentalité et la manière de fonctionner médiévale, c'est un projet qui a des bases, qui a eu des ennemis, qui a gagné à un moment et qui en fait, à la fin du Moyen-Âge, a commencé à être battu en brèche par ses ennemis, c'est-à-dire qui ont les mêmes idées, parce que les hommes sont morts, hein, évidemment, qui ont les mêmes idées, ces idées qui veulent ressusciter l'Antiquité. C'est une certaine vision de l'Antiquité, une certaine vision de l'homme, une certaine vision de la banque, une certaine vision de la femme aussi, une certaine vision du faible. Et cette vision-là, ce projet, a commencé à gagner du terrain à la fin du Moyen-Âge et va accoucher de la modernité. Et donc, cette renaissance qui se veut le progrès et qui est un retour à Rome, qui fantasme une antiquité très précise. Régine Pernoud dit avec beaucoup de finesse, attention, les humanistes, ils vous parlent pas, il va falloir attendre la fin du 19e pour qu'on ait la celtomanie avec Napoléon III et la découverte du site de Bibracte. Il va falloir attendre le 19e pour qu'on s'intéresse par exemple aux Spartiates ou aux Étrusques. Non. Il ressuscite la Rome impériale, la Grèce antique, et de manière plus cachée, plus souterrain dans un premier temps, puis qui va commencer à prendre de l'ampleur, Osiris. Au début, c'est plus caché, mais c'est présent dès le départ, et évidemment, ça va passer dans les sociétés secrètes pour vraiment se développer dans la maçonnerie. Et voilà. Et du coup, c'est seulement de cette manière qu'on comprend la vision qui est forgée par les humanistes, puis les Lumières, qui va être reprise par l'école de la Troisième République et du coup qui va être diffusée à toutes les petites têtes blondes et même pas que, puisqu'il y avait aussi les colonies. Et c'est à ce moment-là qu'on arrête de parler d'erreurs, de maladresse, d'œillères, de sensibilité des auteurs. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris, ils se sont mépris. Non. Ceux qui ont écrit, ils savent, ils ont un projet politique, philosophique, théologique, bien précis, et cette vision du monde s'oppose une autre vision du monde. Et c'est seulement si on a cette vision-là de l'histoire que d'un coup on peut appréhender un certain nombre de problèmes et qu'on peut commencer à comprendre un peu dans quel type de monde, quelles sont les prémices en fait de cette modernité qui nous amène aujourd'hui d'ailleurs à la postmodernité, tellement c'est en roue libre quoi, sur une pente qui ne s'arrête jamais. Alors du coup j'ai fait quelque chose que c'est une petite un petit réflexe que quand vous réfléchissez à des choses, il faut avoir, c'est vraiment d'aller regarder dans les dictionnaires pour regarder le sens des mots qu'on peut croire connaître. Et franchement, souvent, c'est assez intéressant. Donc, j'ai été sur le TLFI, Trésor informatisé de la langue française, aussi CNTRL, le Centre national des ressources linguistiques. C'est le plus grand dictionnaire parce que vous avez les étymologies, la première fois que le mot a été utilisé. Voilà, c'est sur Internet le plus complet, et j'ai tapé moderne, parce que vous savez qu'en 1492, c'est la fin du Moyen-Âge, on nous dit, et c'est le début de l'époque moderne. Moderne, première citation, qui existe, se produit, appartient à l'époque actuelle ou à une période récente, synonyme d'actuel, antonyme d'ancien, de passé. Très bien. Domaine des arts et de la culture, qui ne s'inspire pas des réalisations antérieures par les principes, les règles établies, qui est d'une facture nouvelle et apporte quelque chose d'inédit, d'original. Bon, déjà, là, ça va pour la modernité de l'architecture sublime qu'ils vous ont mis à côté de la gare de Lille. J'ai beaucoup apprécié. Ça marche pas trop, du coup, pour le retour à l'Antiquité peut-il vraiment être moderne, puisque, par définition, il est un retour à l'Antiquité. Alors là, on peut comprendre, parce que modernus, ça vient de mode.
du mot mode. Et la mode est un éternel recommencement. C'est-à-dire, être moderne, c'est être à la mode. Et là, on voit que ça va être l'antonyme de la tradition. Et surtout, il y a vraiment un côté, être à la mode, c'est très... Comment qualifier ça? C'est très... c'est lié à la légèreté, alors que vraiment la tradition est liée à un enracinement, à quelque chose de beaucoup moins futile et de beaucoup plus concret. Alors ensuite, dans la suite des définitions, là, qui sont quand même très intéressantes, qui s'est affranchi de la morale traditionnelle et qui vit à sa guise. Ah, un couple moderne. Donc on voit bien que dans la modernité, il y a aussi quelque chose qui a un rapport à la morale, à la décence, au fait de vivre ensemble, au fait que on peut que se marier entre un homme et une femme et qu'on peut pas faire des couples à 8 par exemple avec une plante verte et une chèvre. Voilà, donc c'est dans la définition du dictionnaire. Et alors d'un point de vue philosophique, il y a qui refuse les croyances fondamentales, les valeurs établies, et qui vit dans le doute et cherche des réponses à ces interrogations. Et alors là, on est, d'un point de vue philosophique, dans la catastrophe de l'homme occidental moderne qui ne peut plus rien penser, puisque de toute façon, tout doit toujours être remis en question, et qu'il faut absolument vivre dans une espèce de chaos perpétuel, qui fait que on doute de tout le temps, on ne peut s'appuyer sur rien, et en fait on vit dans des sables mouvants permanents sur tous les plans, et c'est très très difficile, je pense, pour nos psychés individuelles et la psyché collective de l'Occident, qui est quand même du coup éclatée en 1000 morceaux. Et sous cette définition, il y a une citation d'Edgar Quinet que j'ai trouvée assez intéressante, qui dit « Cet esprit de conciliation dans la mort n'a jamais mieux paru que dans Goethe. Voilà un homme qui enferme en lui toutes les incertitudes de l'homme moderne et qui n'en laisse rien paraître. Il n'attaque rien, il ne défend rien. L'infinité du doute se cache en lui sous l'infinité de la foi. » Bon, c'est un peu obscur, mais je trouve ça intéressant qu'ils mettent ça dans le dictionnaire comme citation, quoi. Voici un homme qui n'attaque rien et qui ne défend rien. Il est quand même payé, quoi, pour être intellectuel, mais il fait rien, quoi. Il doute, il s'assoit sur le bord de la rivière et il doute. Et la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'on ne sait pas et qu'on ne sait rien. Et du coup, on voit vraiment que c'est très intéressant qu'on ait appelé ça la période moderne. La période moderne, en fait, elle est du chaos. Et en fait, c'est la fin du Moyen-Âge. C'est vraiment de gigantesques mutations ont eu lieu, des mutations structurelles, des mutations aussi qui ont mené à des mutations intellectuelles, des mutations, techniques, notamment donc la grande peste de 1348 qui ravage dans certains endroits la moitié de l'Europe, qui est très dure d'un point de vue psychologique et qui va bouleverser les économies. Vous imaginez bien que quand il y a des endroits, la moitié des gens sont morts, c'est quand même un peu compliqué pour redémarrer. L'arrivée des armes à feu, qui va évidemment bouleverser la féodalité et de la poudre à canon, c'est-à-dire que les hommes sur les chevaux, les chevaliers, ce système est en crise, puisqu'il va nous falloir de plus en plus d'hommes, et même à cheval avec une épée contre en face des gens qui ont des armes à feu, c'est compliqué. On va commencer aussi à changer, à plus vivre dans des donjons, puisque la poudre à canon permet aux sapeurs de saper les fondations. Enfin, donc voilà, toutes ces grosses mutations génèrent un chaos, déstructure en fait tout ce qui structurait, c'est normal, la société. Et en fait, tel un pompier pyromane, la modernité est la seule à répondre au chaos que en fait elle provoque. Et c'est ça qui va se passer avec l'émergence du change, des compagnies internationales, qui fait que les royautés s'endettent de plus en plus. Le système de la dette va commencer à apparaître au niveau des puissants, que rembourser cette dette, c'est compliqué. Donc du coup, on va donner des chartes de franchise, donner plus de droits aux bourgeois. Et donc en fait, à chaque fois que le pouvoir en Europe donne des gages politiques pour se sortir de cette modernité qui arrive, il ne fait que l'accélérer en fait, et cet effet fait boule de neige. Dans la suite de ma définition, on voit bien que le monde est né, que notre monde est né dans cette modernité, parce que dans le domaine des sciences exactes, l'astronomie moderne est née
de Copernic, la chimie moderne a été fondée par Lavoisier, et la physique moderne est celle de Galilée, de Descartes et de Newton. Donc on voit bien qu'avant, ça n'existait pas, ce n'est pas intéressant. J'ai cherché un autre mot. J'ai cherché humaniste, parce que du coup, dans le sous-titre de la conférence, on parle beaucoup de l'humanisme, ça fait partie de ces termes que personne va expliquer. Enfin, quand on en parle, tout le monde a l'air de savoir ce que c'est. Vous n'allez pas expliquer à votre interlocuteur l'humanisme. Mais qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un mouvement culturel, c'est un mouvement philosophique, c'est une période aussi, c'est un siècle, le siècle des humanistes. Enfin, c'est un mot un peu valise. Donc la définition, c'est mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, renouant avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir visant l'épanouissement de l'homme rendu ainsi plus humain par la culture. D'accord ? Attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Alors là, moi, je demande la possibilité d'épanouir librement mon humanité. C'est ma revendication. Ça veut quand même absolument rien dire. Et Proudhon en avait fait la très bonne définition en disant « c'est une doctrine qui prend pour fin la personne humaine ». Et là, ça veut tout dire, parce que prendre pour fin l'existence humaine, c'est-à-dire il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'autre monde, il n'y a que cette vie, c'est l'homme pour l'homme, par l'homme, dans le but de l'homme, l'homme créé par l'homme, on y arrive bientôt. Et donc là, on voit bien qu'on est sur une définition vraiment philosophique, théologique, et une vision du monde qui est aux antipodes, et qui ne peut que détruire ce qui a été avant. Donc c'est ce que j'avais dit dans la première conférence, que je répète dans mon livre. Les humanistes, les révolutionnaires, les républicains, aujourd'hui représentés par les gauchistes les plus abrutis, n'ont pas d'autre solution que de vilipender le Moyen-Âge parce qu'il invalide toute leur théorie qui ne repose que sur du ça. Parce que si on n'a pas été esclave, pourquoi la Révolution ? Parce que si on n'est pas mort de faim durant le Moyen-Âge, pourquoi le libéralisme économique, les expériences de Turgot dont vous parle souvent Marion Sigaud. Donc en fait, à chaque fois, il faut s'inventer un passé noir, sombre, dysfonctionnel et triste pour pouvoir justifier tous les changements qu'on a opérés. Ça va ensemble. Donc en fait, ils sont condamnés à continuer à développer ces théories et à mentir, voire à effacer, à ne plus parler du Moyen-Âge, parce que sinon, toute leur rhétorique ne tient pas. Donc c'est logique. Il y a même pas de complot. Ils se sont pas tous réunis ensemble pour dire on va mentir sur le Moyen-Âge. Ils en ont un besoin, et en fait même une étude réelle par exemple du Moyen-Âge c'est comme l'œil de Caïn quoi dans la tombe. Ça les regarde, ça les juge, ça leur montre bien que ce qu'ils disent est faux, que leur système ne fonctionne pas, que c'est complètement utopique, et que en plus jugeons l'arbre à ses fruits de toute façon, et on voit bien les fruits de la modernité avec quand même les belles inventions du XXe siècle avec les guerres mondiales, le totalitarisme, ce genre de choses, et voyons, alors que les fruits réels et non pas mensongers du Moyen-Âge. Donc du coup, en plus, donc aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, on n'en parle plus. Hein. Le Moyen-Âge disparaît vraiment de plus en plus des programmes, et on en parlait tout à l'heure aussi. De toute façon, les programmes ne sont plus, on revient à ma problème de continuité, on ne voit plus les choses dans la continuité. Donc vous allez faire Rome, telle période, parce que c'est aussi 1000 ans, enfin c'est 753 plus 496 Rome, donc c'est aussi très long, vous allez faire Rome, puis ensuite vous allez faire Charlemagne par exemple, puis ensuite vous allez faire la Renaissance, puis ensuite vous allez faire la Belle Époque, c'est-à-dire qu'il y a plus de possibilité d'avoir une continuité, de construire des savoirs, de poser des briques les unes à la suite des autres, et surtout de pouvoir comparer, ce qui à mon avis ils ne veulent pas trop. On a vraiment scinder le savoir en petites briques pour qu'il n'y ait pas de possibilité de comprendre le tout, pour qu'on reste du coup dans ce doute. C'est sûr que si on n'a que la moitié des informations, on reste dans le doute jusqu'à la fin, et dans la compréhension jusqu'à la fin de sa vie. Donc du coup,
sortons un peu de ces réflexions philosophiques, je pense, extrêmement importantes et en fait très très d'actualité, malgré le fait que ce soit dans le passé, pour aller voir techniquement sur le terrain. D'accord, donc à la fin du Moyen-Âge, à la fin du XVe siècle, il y a des bouleversements et il y a cette Renaissance, parce que la Renaissance sous-entend qu'on va retrouver l'Antiquité. Et bien là, c'est pareil. Pour retrouver l'Antiquité, il faut l'avoir perdue. Est-ce qu'on a perdu l'Antiquité d'un point de vue culturel? Parce que les humanistes, au début, c'est ça qu'ils font. Hein. C'est la peinture, c'est la littérature, c'est la musique, ça sera un petit peu plus tardif. C'est le théâtre, c'est-à-dire, et évidemment, l'architecture. On va retrouver une antiquité perdue. Alors, l'Église avait évidemment, avait été la seule structure au moment de la désagrégation de l'Empire romain à avoir la capacité de garder le savoir. Et donc elle avait gardé dans les scriptoriums, elle avait déjà sauvé des incendies d'Attila, des ravages des barbares, un certain nombre d'écrits, et elle l'avait conservé. Beaucoup en latin, évidemment, parce qu'elle avait conservé des ouvrages latins. Il faut savoir que les Romains lettrés parlaient le grec. D'accord ? Donc, on avait quand même des ouvrages en grec. Ensuite, jusqu'au grand schisme de 1022, on va avoir des papes grecs. L'Empire byzantin n'est pas encore séparé de l'Empire chrétien. Il y a des synodes, ça circule. Donc, du coup, on a des ouvrages d'Aristote, de penseurs grecs, Pythagore, Archimède pour les mathématiciens, qui arrive aussi dans le monde chrétien jusqu'au moment du grand schisme d'Occident, qui est 52, j'ai dit 22, 1052 je crois, le moment où les orthodoxes vont se séparer des catholiques. Très bien. Donc, Odon de Cluny, 927-942 pour ces dates, nous raconte qu'il a appris le latin en lisant Virgile. Donc Virgile, c'est le best-seller du Moyen-Âge. Saint Augustin, un des grands-pères de l'Église, nous raconte dans ses mémoires la mort de Didon. C'est dans l'Énéide de Virgile. Attendez. Jean de Salisbury, 1155-1180 pour ces dates, semble avoir un goût, lui, pour les géorgiques, qui va beaucoup nous parler des géorgiques, toujours de Virgile, dans ses textes. Jean de Salisbury cite dans son traité Politicratus, qui est un traité de politique qui est... le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de traduction en français moderne, mais qui est très intéressant sur le monde politique. C'est en fait très très moderne. On voit que la politique, ça a pas beaucoup changé. Il cite Platon, Tacite, Tertullien, les poètes Horace, Homère, Martial, Juvénal. Donc, en fait, tous les lettrés du Moyen-Âge vont abondamment citer les auteurs grecs et latins qui n'ont jamais été oubliés. Comme la caractéristique des clercs du Moyen-Âge, c'est de parler latin et d'écrire le latin et de le recopier, en plus, de toute façon, ça n'est pas oublié. Donc, d'un point de vue savant, il n'y a pas eu d'oubli. La création des universités médiévales, le programme de la vision du monde, il est aristotélicien. C'est le système d'Aristote, c'est le système même physique, c'est le système dit d'Aristote. Donc pareil, il y a une continuité, il y a des recherches nouvelles, mais il y a vraiment une continuité, il n'y a aucun oubli. Ensuite, pour ce qui concerne le savoir un peu plus populaire, donc dans la production, on va dire... écrite, mais surtout donc le monde médiéval est c'est très oral, donc dans les chansons, les romans qui sont lus, en fait, enfin les trouvères et les troubadours qui viennent moitié chanter, ça s'appelle psalmodier, moitié chanter, moitié parler sur des thèmes connus. Il y en a 3 grands. Il y a ce qu'on appelle la matière de Bretagne, donc vous connaissez tous, c'est tout ce qui va concerner Lancelot du Lac, Arthur, Guenièvre et les chevaliers de la table ronde. Il y a la matière de France, donc c'est Charlemagne et
Roland de Roncevaux avec Durandal, la chanson de Roland, et en fait beaucoup aussi des épopées des vies de Clovis, de Charlemagne, et ce qu'on appelle la matière de Rome. Ce qu'ils appellent la matière de Rome, en fait, c'est l'Antiquité. Et dans la matière de Rome, il y a évidemment l'Iliade et l'Odyssée. Il y a Virgile, et en fait, il y a aussi Hannibal et ses éléphants au moment de la Deuxième Guerre punique, et le héros toute catégorie du Moyen-Âge, que tous les petits-enfants connaissent sûrement plus que les petits garçons à l'heure actuelle, c'est Alexandre le Grand, et ses chevaux, et Bucéphale, et son épopée, jusqu'au fleuve Indus. On en trouve des histoires d'Alexandre le Grand, on en trouve mais pléthore dans toutes les langues. Alors on en trouve en latin, et on en trouve dans toutes les langues dites vulgaires européennes. On en a en occitan, on en a en italien, on a l'Alexander Roman en allemand, on en a en suédois, enfin on en a vraiment partout. Et il faut savoir qu'au Moyen-Âge, quand on veut écrire des vers, on les écrit en octosyllabes. Et il y a évidemment, j'ai oublié son nom, il y a un auteur qui va écrire son roman d'Alexandre en vers de 12 pieds, et ça va devenir tellement célèbre que ça va s'appeler Alexandrin. Voilà. Donc, même d'un point de vue plus populaire, il n'y a pas d'oubli des motifs de l'Antiquité à cette époque. Au contraire, ça fait partie de la culture, c'est très populaire. D'ailleurs, on voit bien, moi je les trouve très intéressantes, ces trois matières. C'est-à-dire qu'il y en a une qui nous vient du monde celte, du monde un peu germain, du monde païen qui était là avant. Il y en a un qui est le passé proche, c'est-à-dire les grands héros de notre tradition, à savoir Charlemagne, Clovis, parce que par exemple quand on arrive à l'an 1000 ou à l'an 1200, voilà, c'est les ancêtres des rois qui règnent, et cette antiquité beaucoup plus large. C'est les trois grandes matières, on va dire, laïques. Évidemment, on va mettre de côté tout ce qui est religieux. Donc, Jacques Herz, dans son livre Le Moyen-Âge, une imposture, il a vraiment il le démontre très très bien. Il a une charge très très forte là-dessus, en disant que voilà, la Renaissance, nous aujourd'hui on dit la Renaissance, c'est la redécouverte d'un point de vue culturel du monde antique. Il n'a jamais été oublié. Il y a par contre évidemment un changement architectural là qui est évident, hein, c'est-à-dire qu'on va passer de la fin du gothique flamboyant on va se remettre à reconstruire un peu à la romaine, ou à la grecque. On peut trouver ça très beau. Les goûts et les couleurs, c'est dans la nature. Par contre, d'un point de vue technique, c'est pauvre, quoi. Parce que quand on regarde la construction, un temple carré, vous imaginez bien que par rapport avec les arches sont simples. Dans l'histoire, on était passé aux romans qui croisaient les voûtes, donc c'était plus complexe. Puis ensuite, les arcs brisés du gothique avec ces contreforts pour tenir cette espèce de structure. Parce qu'une cathédrale, d'un point de vue physique, c'est quand même un monstre de pierre qui tient sur des allumettes, hein, ces espèces de grandes colonnes comme ça. Donc techniquement, c'était très compliqué. Puis d'un coup, on dit non, tout ça, c'est moche. On va revenir à une simplicité, à des lignes épurées. Pourquoi pas ? Mais il n'y a pas de génie, il n'y a pas d'invention technique, c'est pas... Voilà. Et surtout, on en revient à ce dont je viens de vous parler. Vous savez comment est-ce qu'on appelait au Moyen-Âge et aux périodes qui ont suivi ce que nous on appelle le gothique ? L'art français. Opus Francigerum. Ce sont les Italiens qui l'ont appelé gothique, puisque tout ce qui est transalpin, c'est gothique. Oui. Mais même les Allemands l'appelaient l'art français. Donc, ce qui fait dire à Régine Pernoud que, d'un point de vue culturel, le Moyen-Âge, c'est vraiment le moment où on a eu une production culturelle qui était nationale et patriote. Parce qu'ensuite,
Il y aura de temps en temps comme les jardins à la française, il y aura des contre-exemples. Mais ensuite, on va passer son temps à imiter les autres. C'est-à-dire, la Renaissance, on va passer son temps à imiter les Italiens. Puis ensuite, au moment des Lumières, on va devenir anglophile. Et puis ensuite, on va devenir germanophile. Et aujourd'hui, de toute façon, la seule chose qui est bien, c'est les États-Unis. Et dans le monde un petit peu plus high-tech geek, ça va être l'Asie, le Japon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe son temps à copier les autres, alors qu'il y a vraiment un moment où on a produit quelque chose d'un point de vue national, qui était notre savoir-faire, notre manière en tant que Français, on va dire. C'est le Moyen-Âge, en fait. On ne copiait pas les autres à côté. Évidemment, on pouvait s'en inspirer, mais c'est pas. Voilà, les châteaux de la Loire n'ont été construits que par des Italiens, quasiment. Les inspirations étaient italiens, les sculpteurs étaient italiens, les escaliers fabuleux là ont été faits par des Italiens, et le nec plus ultra, c'était de faire construire entièrement son château par des Italiens. Quand on est roi de France, ça pose quand même un problème. Je veux dire, vous, si vous avez envie de faire venir un architecte italien ou espagnol ou ce que vous voulez pour votre maison, d'accord, mais pour construire les demeures des rois, qui sont quand même censés être le représentant de la nation ou d'un peuple, c'est quand même pas très très bon signe, quoi. Surtout pour construire absolument tout le château. Et en fait, je vais pas tout aborder ici, mais parce que je suis pas historienne de l'art, mais je pense que c'est vraiment très intéressant de pas rester cantonné dans son coin et de s'ouvrir à d'autres disciplines pour quand même essayer d'en faire du sens et de pas tomber dans le piège de je gratte mon petit carré d'herbe pendant que mon voisin gratte son petit carré d'herbe, et puis on fait des grandes publications internationales que personne ne lira jamais. La vision qu'on a sur la peinture, parce que la Renaissance, vraiment, c'est la peinture. Hein. Alors, si on dit Renaissance à quelqu'un, c'est Michel-Ange, c'est Botticelli, c'est voilà, les vierges, d'abord les vierges à l'enfant, puis ensuite la Vénus dans sa coquille Saint-Jacques. Voilà, c'est vraiment les images qu'on a du Moyen-Âge. J'ai lu un bouquin incroyable qui s'appelle « La peinture à Florence et à Sienne » par un certain Mess Millard. C'est un Anglais ou un Américain. Le livre est dû sortir dans les années 70, mais il a été traduit en France qu'en 94. L'édition est assez limitée. Dedans, il y a des dessins. Moi, l'édition que j'ai, elle est pas droite. Enfin, c'est vraiment un truc assez peu... tout petit éditeur. Et j'ai adoré lire ce livre. Il a vraiment mis le doigt sur tout ce que tout au long de mes études je sentais, sauf que lui il l'a vraiment étudié et il a vraiment poussé son étude en tant qu'historien de l'art, pardon. Il dit: il n'y a pas de montée depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance en peinture, parce qu'il y a un énorme problème au XIVe siècle. Il y a la grande peste noire à Florence et à Sienne, qui a tué, on pense, au moins la moitié de la population dans les grandes villes. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un premier détachement de la peinture, qui à l'époque on peignait ou sur des murs ou sur du bois, parce qu'on n'avait pas encore inventé la peinture à l'huile, qui sera inventée, on pense, dans les Flandres dans les années 400. Donc en plus c'est même pas l'Italie qui va inventer le tableau sur toile qui se prend, qui se décroche, qui est une avancée technique, alors qu'avant on peint sur du bois, c'est compliqué. On commence à avoir effectivement un détachement, donc à la fin des années 1280 en Italie, 1300, jusqu'à 1340. On continue évidemment à peindre des vierges à l'enfant, à peindre des Jésus en croix, à peindre toutes sortes de saints, mais on commence à humaniser les visages, les couleurs changent un peu, on se détache un peu du formalisme. Alors c'est ce qu'on a appelé les pré-renaissants, parce que en fait, il ne peut pas y avoir quelque chose de beau au Moyen-Âge, donc il faut que ça soit pré-renaissant, quoi. C'est contemporain de Saint-Louis, mais c'est pré-renaissant. Ça annonce, quoi. C'est une vision thaumaturgique
du futur, on les appelle les primitifs, ce qui est débile. Genre, c'est comme la pré-révolution. Maintenant, ils en sont à la proto-révolution industrielle. Il y a les pré-révolutionnaires et avant il y a les proto. Enfin, il y aura les pré-proto-révolutionnaires. C'est-à-dire que plutôt que de prendre les choses dans l'ordre, on prend un événement fondateur et puis on tourne autour. Quoi. Vous voyez bien, il y a la modernité, il y a l'avant-modernité, il y a la post-modernité. C'est complètement stupide comme manière de nommer nommer les choses. Parce que quelque chose qui est avant peut poser les bases sur quelque chose qui est après, mais au moment où ils le font, eux, ils ne le savent pas. À aucun moment, Giotto, qui est le grand peintre de ce dont je vous parlais, les primitifs, s'est dit « Je serai l'inspirateur de Michel-Ange. Dans 150 ans, en voyant mes tableaux, il peindra le plafond de la chapelle Sixtine. » Je veux dire, lui, il n'en sait rien. Il ne sait pas qu'il est un précurseur. Il ne sait pas que... Donc voilà, cette classification déjà on dit assez long. Donc voilà, on a ce mouvement dit de primitif, c'est nouveau. Et puis, grande peste noire, 1348. Donc, des Génois sur les comptoirs de Caffa, au nord de la mer Noire, alors qu'ils sont assiégés par les Chinois ou les Turcs, parce qu'on arrive sur les bords de la mer... on arrive sur les bords pas très loin de la Caspienne, contracte le virus de la peste bubonique, rentre à Gênes infecté. Il n'y en a plus beaucoup qui sont vivants à l'arrivée, mais ils descendent. On ne sait pas s'ils sont descendus à Florence ou s'ils sont descendus à Gênes, c'est un peu compliqué. Mais ils amènent le bacille de Yersin, donc qui est le bacille qui est dans la puce, qui est dans le rat, passe à l'homme. Et c'est la grande peste pulmonaire qui s'abat sur l'Europe. Il n'y avait pas eu la peste en Europe de manière endémique comme ça depuis Justinien. La peste pulmonaire, c'est la pire, parce que c'est celle qui va se transmettre le plus. D'un point de vue psychologique, on va dire, pour les gens, c'est une maladie horrible, c'est-à-dire qu'on se marbre de sang, on a des bubons partout, et en fait, à la fin, souvent, pour les détails, on se noie dans son propre sang. En fait, les poumons se désagrègent, se remplissent de sang, et voilà. Donc, l'odeur de la mort est partout. L'Italie est quand même très rurale, même si... très urbaine, même si c'est des petits villages, mais c'est plein de petites villes. Donc, ça se transmet évidemment très très vite. Donc, faut bien comprendre ce que ça peut être. C'est cette population où les gens sortent plus. Tout l'été, les gens ne sortent plus dans les rues. Les cloches ne sonnent plus. La seule chose qu'on entend, ce sont les charrettes qui emmènent sans relâche. Les auteurs nous parlent beaucoup des roues, des charrettes là, qui emmènent sans relâche les morts à la fosse commune. Tout le monde est touché, tout le monde perd plusieurs membres de sa famille. Le choc est très important. En plus, les Génois sont des marchands, des usuriers, des trafiquants d'esclaves. Donc du coup, ça sonne comme un châtiment divin. À Florence et à Sienne, et surtout à Florence, les décennies qui ont précédé la peste ont vu des banqueroutes frauduleuses comme jamais, liées à des jeux sur le débit et sur le taux de change, à des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui, où en fait ils avaient trompé notamment Naples, qui avait été le dindon de leur farce, et Naples était le grenier à blé de l'Italie. Et la monnaie de Florence étant dévaluée, et Naples en plus en ayant un peu marre de se faire prendre pour le dindon de la farce, achemina très très peu de blé, donc en plus les 2 hivers précédents avaient été très rigoureux, donc c'est sur une population affaiblie et avec une nourriture, alors évidemment on ne mourrait pas de faim au Moyen-Âge, mais une nourriture beaucoup moins abondante et de moindre qualité que s'est abattue la peste. D'accord. Cet événement, dont tous les gens qui vont raconter l'histoire de la peinture et de la culture, en général, est occulté. On en parle très peu. Et ce bouquin-là, dont je vous parle, il montre que c'est impossible de faire l'histoire de l'art en Italie sans prendre cet événement en compte. C'est tellement important qu'il faut savoir que Sienne, au XIVe siècle, était une rivale de Florence et de Venise. Ce qu'elle ne sera plus à l'époque, vous avez jamais entendu parler de Sienne, elle ne sera plus à l'époque des Médicis. Ils avaient commencé à agrandir le dôme de la cathédrale de Sienne, et l'architecte a succombé de la peste
Sienne a été ruinée, elle s'en est jamais remise. Et aujourd'hui, si vous allez vous garer à côté de la cathédrale, ils ont fait un parking et ça s'appelle la Facazione, je le prononce mal. Et par terre sur le parking où ils ont coulé le bitume, ils ont laissé les traces. On voit encore les piles de de la cathédrale, l'extension de la cathédrale qui n'a jamais été érigée. C'est vrai, on en a encore aujourd'hui des traces physiques. Et donc du coup, comme toute société, même si la société médiévale est beaucoup plus préparée à l'idée de la mort, il n'y a aucune société qui peut survivre à la perte du sens. Je veux dire, là, quand même, c'est un événement traumatique absolu. Et ben, en culture et en peinture, dans quelque chose d'assez naturel, on est revenu à une peinture traditionnelle de la moitié du XIIIe siècle. Parce que tout ça, c'était trop novateur. On a eu besoin de se raccrocher à quelque chose qui était plus connu, un style qui était plus classique. Et donc, du coup, les sociétés européennes, et notamment en Italie, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus symbolique. En plus, on est revenu sur des panneaux très très symboliques avec des Christ en croix, avec Saint Jean en train d'écraser avarice, orgueil et volupté. Ça s'est teinté vraiment il faut expier ses fautes, on est vraiment revenu dans un domaine très très religieux, très très morbide en fait. Et c'est pour ça que cet essor en peinture des primitifs s'est complètement arrêté et il a fallu attendre plusieurs générations, ce n'est qu'au début du XVe que vont réémerger en Italie une peinture qu'on va associer au début de la Renaissance. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple par rapport à cette ligne du progrès comme ça qui s'envole. Non, l'histoire est faite de coupures, de retours en arrière, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est caché parce qu'évidemment ce qu'il faut qu'on raconte c'est de la fin de l'Antiquité jusqu'à peu près la fin du Moyen-Âge, c'est noir, et après ça décolle. Si ça commence à décoller, puis que vous avez la peste, et qu'ensuite ça reprend, dans leur construction idéologique, ça va pas, c'est pas intéressant. Et surtout, je pense que la peste noire est un événement que les études un peu, tels que, là où j'étais à la fac, un peu les marxistes, marxiens, on les appelle comme on veut, ceux qui font de l'histoire économique, étudient pas mal, parce que forcément, la moitié de la population qui est morte, on a beaucoup d'actes notariés de cession de terres, et puis ensuite, le marché du travail s'en trouve quelque peu bouleversé, voyez-vous. C'est pas mal étudié, mais c'est assez peu étudié, je trouve, sur... donc déjà, là, les arts, c'est quand même un Américain qui nous le fait, hein, donc on n'a pas beaucoup d'équivalent de l'ampleur de ce travail en langue européenne, on va dire. Et même sur la philosophie et sur la vision du monde, et je vais finir là-dessus, parce qu'en fait, cette peste, elle va accoucher de deux grands mouvements qui semblent antagonistes, mais qui en fait sont ses enfants, et qui vont, en grandissant, devenir vraiment les deux courants philosophiques du XVIe et du XVIIe siècle, c'est-à-dire ceux qui vont dire « Ah ouais, eh ben, carpe diem », parce qu'on peut mourir à tout moment. Et donc, dans certains milieux d'élite, le libertinage devient endémique. Et c'est aussi de ces courants-là que vont accoucher un certain humaniste, pas tous évidemment, il y a un humaniste plus formel, plus religieux, mais un certain humaniste, ce sont les précurseurs en fait du libertinage, du poème de Ronsard, allons voir s'il arrose, parce que voilà, on peut mourir à tout moment, et donc du coup il faut profiter de la vie. Donc le retour de l'hédonisme, le retour de l'épicurisme, qui va aussi affecter les milieux néo-platoniciens. Donc voilà, cette vision du monde. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le retour d'une foi dure, d'une foi morbide. C'est vraiment le retour en peinture de la morbidité qu'on associe souvent au Moyen-Âge, mais qui naît vraiment à cette période-là. On voit fleurir des danses macabres vraiment à outrance. On se met à représenter... parce qu'avant, donc, il y avait la liturgie chrétienne.
il y avait un moment pour le Christ en croix, il y a un moment où on parle de l'enfer, mais là ça devient, il y a des fresques partout, on se met beaucoup à s'habiller en noir, et les femmes s'habillent beaucoup en noir, et ça va passer en Espagne, même dans le catholicisme au XVIe, XVIIe siècle, il y a vraiment cette mode des religieux de s'habiller tout en noir. Déjà au Moyen-Âge, pour teindre en noir, sans les nouvelles techniques, c'est très compliqué, donc on peut pas le faire, donc de toute façon on est en marron foncé, mais on n'est pas en noir, il y a aussi ce côté technique. Et en fait, pour moi, on voit réapparaître les flagellants qui sont pour la deuxième fois interdits par le pape, qui sont ces gens qui se baladent de village en village en se flagellant sur la place publique. Et je pense que ça a une incidence très très forte, parce que ça va toucher les milieux bourgeois, ça va remonter donc de l'Italie vers la Suisse et remonter dans les Flandres. Et je pense que cette éthique morbide, cette éthique très dure, va impacter le protestant, enfin va pas faire naître le protestantisme, mais ça va être vraiment la manière d'être des protestants un siècle plus tard. Et comme c'est un siècle de différence, c'est très peu étudié, mais c'est les mêmes milieux, les changeurs, les marchands, là, qui commencent à adopter ce rigorisme formel. Et un siècle après, on a la réforme un siècle et demi quand même, un siècle et demi après, on a la réforme de Luther, sur un terrain qui est déjà prêt, sur des gens qui sont déjà extrêmement rigoureux, sur des gens qui sont déjà passés à une forme de religiosité qui est plus celle du Moyen-Âge. Avant, dans les églises, quand vous rentriez à la mode aujourd'hui qu'on appelle byzantine, mais il faut savoir que dans toutes les églises romanes, ça a été, au fond, vous n'aviez pas la croix. La croix était sur le côté. Vous y aviez le Christ en gloire, Pantocrator, qui est comme ça, qui a une auréole et en général une croix. C'est le Christ en gloire, c'est le Christ ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Et à partir de ce moment-là, on va commencer beaucoup à les couvrir, à les enlever et à mettre la croix. C'est-à-dire qu'on va vraiment se focaliser sur le Christ qui souffre, le Christ qui efface les péchés du monde parce qu'on en a besoin, le Christ qui souffre sous le péché des hommes, et va commencer à disparaître ce Christ ressuscité, cette confiance dans la résurrection, et s'ouvre du coup la période moderne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.